Je me sens surtout humilié et en fin de compte, on pense toujours que ça arrive aux autres et finalement ça tombe quand même sur nous. Parce que j'ai beau prévenir ma famille autour de moi de faire attention et finalement ça tombe sur moi. Et là on parle quand même de plusieurs milliers d'euros. C'est ça, ouais. Pour situer un peu les gens, il y avait 12 Solana, 1 Ether et 0,01 Bitcoin. Voilà. De quoi s'acheter une nouvelle cuisine par exemple. Voilà. Celui qui a perdu en crypto l'équivalent d'une nouvelle cuisine, c'est Alexandre. Auditeur de Tracker de la première heure, le jeune homme a vu son compte crypto se vider en un claquement de doigts, et ce, après avoir été approché au téléphone par des malfaiteurs très organisés. En jouant sur l'urgence et l'émotionnel, ils ont réussi à subtiliser le numéro du ledger d'Alexandre. Un ledger, pour les non-initiés, c'est une sorte de clé USB où sont stockées vos crypto-monnaies pour vous permettre de garder ces actifs hors ligne, ce qui normalement les protège des cyberattaques. Alors, comment Alexandre, qui est le premier à sensibiliser son entourage aux escroqueries, a-t-il pu se faire arnaquer ? Est-ce qu'il peut espérer retrouver ses cryptos volés ? Quels sont les réflexes à adopter pour que ça n'arrive plus ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans cet épisode où on entendra aussi une spécialiste de l'investigation des escroqueries sur la blockchain nous prodiguer quelques conseils. Je suis Saline Nesba et vous écoutez Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Direction le Hainaut pour commencer ce podcast. C'est là, dans le garage où il travaille, qu'Alexandre nous a donné rendez-vous pour nous parler de son histoire, seulement quelques jours après s'être fait arnaquer. Merci en tout cas de nous recevoir. Merci à vous d'être venu. Tout s'est passé le 19 mars avec un coup de téléphone après le travail. Il était 16h, un coup de téléphone de la police de Vilvoorde qui m'a dit que mon identité avait été usurpée par des malfaiteurs. Donc il me demandait si j'avais des comptes sur des plateformes de crypto-monnaie. Donc j'ai dit que oui, que c'était justement possible parce que ces plateformes en question, donc il y avait Ledger, Coinbase et Binance, ont envoyé des mails comme quoi leurs data ont été volés. Donc ça aurait pu être très clairement possible. Et donc elle m'a dit qu'une enquête avait été ouverte avec un procès verbal, qu'elle allait me l'envoyer par courrier chez moi, qu'il y a une personne de CoinCover allait me retéléphoner plus tard pour savoir si mes ledgers n'avaient pas été également usurpés ou quoi. Et voilà, l'appel se termine. Je suis un peu sous le choc et un peu stressé sur le coup, vu l'actualité qu'on connaît en France par rapport à ces vols de données, etc., les agressions même ou les homejacking. Oui, c'est ça, il y a des détenteurs de crypto qui ont été attaqués en pleine rue, en plein jour. C'est ça. Parce qu'il y avait des vols de données qui arrivaient à les identifier. Tout à fait, ouais. Donc du coup, je rentre chez moi et je reçois un appel à 17h40, après je retiens encore l'heure, d'une personne qui se fait passer pour un employé de chez CoinCover, qui me réexplique qu'une enquête est ouverte, il me redicte le numéro du procès verbal. Donc du coup, je fais le lien entre le premier appel. Et tu connaissais cette société Non, pas du tout. Au départ, je la connaissais pas du tout. C'est lui qui m'explique qu'est-ce que CoinCover, donc il m'explique que je peux le retrouver sur le site de Ledger. Et donc il m'explique qu'ils ont trouvé que mon identité avait été usurpée, qu'il y avait eu 3 ouvertures et 3 fermetures de comptes sur des plateformes crypto, type Binance, etc. Et qu'il y avait même l'adresse IP qui avait pingé, il m'a expliqué, aux Pays-Bas. Il m'a demandé si j'avais été aux Pays-Bas récemment. Je lui ai dit non, pas spécialement. Et donc de là, il m'explique qu'on voit que vous avez fait une commande d'une Ledger Solana Edition et il me donne le numéro de commande. Il me dit, voilà, vous allez dans votre mail, vous tapez ce numéro-là, il me le dicte, je la tape dans mon adresse mail, effectivement, c'est le numéro de commande de ma Ledger, Solana Edition. Je lui dis, c'est incroyable, comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir ces informations Et il me dit, écoutez, à mon avis, c'est que votre adresse mail a été peut-être aussi piratée ou avec du phishing ou quoi, ok, mais ça me paraissait vraiment bizarre sur le coup parce que je clique jamais sur un lien ou sur... Oui, tu fais attention. Ouais, je fais quand même assez attention, je suis assez méfiant pourtant. Enfin, ça se passe et donc il me dit
à mon avis, votre ledger Solana Edition a été sûrement usurpé, ou enfin, il me dit, je vais vous donner un site pour voir si votre votre clé privée a été usurpée ou falsifiée ou quoi. Et donc là, tu te sens en confiance parce que d'une part, le premier appel, tu l'as pas encore remis en question, mais c'est la police, et le deuxième appel corrobore ce que le premier te dit. Donc c'est ça. Et j'imagine ces deux personnes te parlent avec un ton qui donne confiance. Tout à fait, ouais. Vraiment très gentil. À chaque fois que je l'interromps, il me dit vous avez une question, je vous écoute. Très très prévenant et professionnel. Et vraiment très professionnel parce qu'il me dit vous savez c'est quoi une clé privée, vous savez c'est quoi une clé publique, une clé de signature. Il m'explique du coup qu'à mon avis le fraudeur a piraté ma clé privée, mais il m'explique qu'il n'a pas encore la clé de signature. Il me dit il faut surtout pas tapez votre PIN sur votre ledger parce qu'à mon avis, il y a un keylogger. Un keylogger, c'est un enregistreur de frappe, un virus. Et d'ici vous tapez votre PIN sur votre ledger, là, il aura la clé de signature et il risque de vider tout votre ledger. Ok. Donc à ce moment-là, on est un peu sous le choc et surtout pas touché à la clé. Il me dit, écoutez, je vais vous donner un site. C'est un site de ledger, il me dit. Vous allez sur ce site-là et on va voir si votre clé privée a été usurpée ou pas. Ok, il me dit c'est https://ledgervalidate.com. Dans ma tête, je me dis https, il y a déjà un S, donc normalement c'est sécurisé. Je le tape sur mon PC, j'arrive pas à accéder au site. Et en fait, j'ai un VPN sur mon PC et sur mon téléphone. Je comprends que c'est mon VPN qui bloque le site. Sur le stress et sur l'émotion, et ça faisait déjà presque 1 heure que j'étais au téléphone avec lui. J'étais un peu sous tension et pressé parce que du coup, lui derrière, il me dit vous êtes sûr que vous écrivez bien le site? Enfin, en même temps, il me pressait sans que je le voie, mais inconsciemment, il me mettait la pression en fait. Et donc du coup, malheureusement, j'enlève mon VPN, j'accède au site, et là, je dois donc du coup taper ma phrase de 24 mots de Ledger. Et là, donc, il me dit votre Ledger est compromis. J'ai même fait une capture d'écran. Donc du coup, mais c'était là qu'il y avait un logiciel espion qui a pu là, à ce moment-là avoir ces données-là. Et ça, pour schématiser, c'est un peu comme le code PIN et le code PUC d'une carte SIM. Donc en ayant une partie des données, eux, ils peuvent réinitialiser après l'outil et mettre un nouveau code. C'est ça, ouais. Donc en fait, moi, je mets mes 24 mots. Ça invalide mes 24 mots et ça me génère 24 nouveaux mots. Donc c'est peut-être 24 nouveaux mots avec leur portefeuille à eux en fait. Et de là, il me dit écoutez, comme votre compte Binance a été sûrement usurpé, on a usurpé votre identité, c'est mieux de transférer tous les fonds que vous avez sur Binance. Et il me dit si vous en avez ailleurs, moi je vous conseille de tout transférer sur la Ledger et comme ça vous êtes tranquille. Le reste que j'ai sur d'autres plateformes, j'ai pas mis, inconsciemment peut-être. Et 1 heure après, j'avais plus rien. Donc tout ce qui a été mis sur le Ledger a disparu. C'est ça. Et ce que tu as gardé sur tes plateformes... tout ça est resté finalement. Tout ça, tu as encore. Ouais. Sans s'en rendre compte, Alexandre a été victime d'une arnaque en 2 temps. Ça commence par l'usurpation du numéro de la police de Vilvoorde, c'est ce qu'on appelle du spoofing, et dans un deuxième temps, une autre personne qui détient des informations volées auprès de Ledger le contacte pour lui faire croire qu'il va l'aider à sécuriser son compte. Au préalable, un email avec un logiciel espion lui a été envoyé. C'est ce qu'on appelle du phishing. Et c'est là qu'Alexandre a mordu à l'hameçon. Donc maintenant, avec 2 semaines de recul, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a fait en fait de te faire arnaquer comme ça? Je me sens surtout humilié et... En fin de compte, on pense toujours que ça arrive aux autres et finalement ça tombe quand même sur nous. Parce que j'ai beau prévenir ma famille autour de moi de faire attention et finalement ça tombe sur moi. J'essaye de pas trop y penser et en parler le plus possible autour de moi pour faire de la prévention encore une fois. Et ça m'a plus impacté, je dirais psychologiquement que vraiment financièrement ou quoi aux caisses. Et puis on se sent vraiment comme une marionnette guidée par des gens malhonnêtes et qui sont à la pointe quand même de renseignements, etc. Parce que même niveau crypto-monnaie, fonctionnement de comment ça fonctionne, les clés privées, les clés publiques,
sont quand même vachement au courant de comment ça fonctionne. Donc, mais c'est ça, toi qui t'y connais déjà bien, quand tu avais ce rapport avec la personne qui t'aidait à retrouver ton ledger pour voir s'il était usurpé ou pas, quand tu lui parlais, tu te disais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il connaît son métier. Ce qui est aussi intéressant dans ce cas de figure-ci, c'est que malgré l'humiliation, malgré la tristesse, malgré le fait qu'on t'a volé de l'argent, tu as envie d'en parler, et il y a beaucoup de gens qui, confrontés à la même situation, vont préférer se taire, ne pas le dire. Tout à fait, ouais. Moi je suis vraiment parti dans l'optique opposée, et en parler le plus possible, et pour éviter que ça arrive le moins possible aux autres, et c'est de faire partager mon histoire, et voilà, le plus impactant possible, quoi. C'est aussi peut-être comme ça qu'en parlant, on va se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont victimes des mêmes malfaiteurs, et qu'in fine, on pourra peut-être retrouver quelque chose. Est-ce que toi, tu as encore un espoir par rapport à ça ? Je suis pas encore vraiment dans l'optique de l'espoir de retrouver les fonds. Je suis plus vraiment dans l'optique de conscientiser les gens face à ça. Parce que bon, les fonds, si ça passe directement dans un mixeur ou quoi, aux caisses, c'est vite détourné ou dans un autre pays, enfin on sait pas trop. Et là on parle quand même de plusieurs milliers d'euros, quoi. C'est en dollars, mais c'est plusieurs milliers d'euros. C'est ça, ouais. Pour situer un peu les gens, il y avait 12 Solana, 1 Ether et 0,01 Bitcoin. Voilà. De quoi s'acheter une nouvelle cuisine par exemple. Voilà, c'est ça. Quelle est la grande leçon en fait que tu as appris avec ce triste événement ? La grande leçon, c'est que je ferai plus attention quand je réponds aux numéros que je connais pas, déjà de base, ou alors je raccroche et je rappelle au numéro. Souvent ça annule en fait le truc. Et même pour ma ledger, j'ai peut-être faire des systèmes de multisig pour qu'on fasse des transactions, qu'il y ait plusieurs personnes qui valident en fait la transaction. Ça peut être une solution pour encore plus sécuriser sa ledger. On vient de l'entendre, Alexandre sera désormais encore plus prudent à l'avenir. Mais est-ce que ces cryptos ont vraiment disparu pour toujours ? A-t-il une chance de les retrouver ? C'est ce que nous avons demandé à Marem Aoucheva, juriste spécialisé dans la traque des voleurs de crypto-monnaies. De manière générale, c'est très compliqué dans ce type d'arnaque, puisque les cryptos, c'est un événement assez récent. Il faut avoir des outils pour retracer les cryptos volés. Les outils sont très coûteux, et il faut soit requérir à des prestataires de services, soit on peut déposer plainte. S'il y a un juge d'instruction qui se saisit de l'affaire, il va lui-même procéder à l'investigation. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des montants assez importants. Il faut que ça dépasse, en termes de géographie, que ce soit vraiment un gros mouvement. En Belgique, il n'y a pas assez de fonds pour cela. Et comme je disais, c'est une nouvelle technologie, donc il faut aussi avoir des experts pour pouvoir retracer les fonds. Donc c'est assez compliqué. Et dans le cas de Alexandre, je m'abstiendrai, puisqu'il va devoir passer déjà par les avocats. Les avocats, ça coûte cher, avec très peu de garanties derrière. Alors Alexandre nous a expliqué que tout s'est passé en un laps de temps assez court, en une fin d'après-midi et en 2 coups de fil. Après donc le deuxième coup de fil, les fonds avaient déjà été volés. Qu'est-ce qu'il faut faire impérativement à ce moment-là, une fois qu'on a compris qu'on vient de se faire arnaquer ? Il faut déposer plainte, il faut prévenir de manière générale, par exemple Ledger dans ce cas-ci, contacter Ledger et dénoncer également cette arnaque, la police, les régulateurs, etc. Donc il faut de tous les côtés prévenir pour que pour le futur les autres personnes ne tombent pas là-dedans. Mais ça c'est un peu altruiste, c'est pour les autres, mais pour soi-même, il y a rien à faire, il faut juste déposer plainte et sécuriser ses fonds et surtout prendre les leçons de ce qui s'est passé et être beaucoup plus vigilant dans le futur. Selon toi, c'est quoi les 2-3 trucs qu'il faut impérativement faire au moment où on se fait arnaquer ou parfois on n'a même pas encore l'idée que c'est une arnaque? Alors, c'est facile de donner des conseils de vigilance au départ en disant faites attention, double check, etc. On oublie que ces personnes-là, ils sont dans une situation d'urgence et de stress. C'est une technique vieille comme le monde, hein, c'est ça l'objectif. En cas de phishing ici, donc à savoir les appels, c'est encore pire pour la personne parce que il y a un contact humain, il y a la politesse, donc qui fait que on n'ose pas trop
trop poser des questions, on est stressé parce qu'on pense parler à une autorité, ici dans son cas à la police, etc. Et qui fait qu'on est sous la pression. Évidemment, c'est pas pendant le call qu'on va ouvrir notre ordi et vérifier toutes les données. Donc moi, ce que je conseillerais, si on a un appel téléphonique, dans tous les cas, on s'en fout qu'il soit légitime ou pas, on raccroche et on vérifie par un autre biais. Donc ici, dans le cas d'Alexandre, de ce que j'ai compris, quand il a reçu l'appel, il a vu le numéro de la police. Il faut savoir que c'est une technique aussi très peu coûteuse pour les hackers, c'est facile à mettre en place, où ils vont utiliser de la technologie pour afficher un numéro, n'importe quel numéro qu'ils choisissent, sur son téléphone. Mais ça ne veut pas dire que c'est le numéro qui appelle, derrière il y a un autre numéro de téléphone. Donc on va ensuite voir sur le site internet le numéro, on ne rappelle pas le numéro qui nous appelait, on appelle le numéro et on vérifie. Parce qu'on va appeler cette fois-ci le vrai numéro. Donc on pose la question, est-ce que vous m'avez appelé? Si c'était vraiment la police qui vous a appelé, c'est pas grave, vous vous excusez d'avoir raccroché. Je pense que tout le monde comprend aujourd'hui qu'il faut être vigilant. Mais ça sera presque jamais le cas parce que la police, c'est pas sa manière de faire. Ledger non plus, ils vont pas vous appeler ni demander des informations aussi sensibles par téléphone ou par mail. On rappelle aussi que on ne doit pas transmettre de code par téléphone à aucun organisme financier qui va vous demander ça. C'est pas possible. Et alors toi qui suis de très près toutes ces problématiques-là, est-ce que tu n'as pas un site ou un conseil à nous donner pour savoir si on est par exemple dans le collimateur de gens qui veulent nous arnaquer ? Alors, de 1, on surveille l'actualité, on regarde ce qui se passe, donc on se dit potentiellement je peux être la cible, comme le cas dans Ledger. Mais de manière générale, n'importe qui peut aller sur le site www.haveibeen.com, c'est assez difficile à prononcer, où on peut entrer notre adresse email et voir quand, dans toute l'historique de la création de l'email, on se fait entre guillemets hacker, c'est pas hacker, mais où est-ce qu'il y a eu la fuite de données. Et il y a souvent des actions derrière. On vous dit également, non seulement votre adresse email a été hackée, qui a été volée et qui circule partout aujourd'hui, mais en plus votre mot de passe. Donc changez votre mot de passe. Donc il y a plein de tips comme ça de cybersécurité. Mais si en l'occurrence c'est assez intéressant d'utiliser ces sites pour savoir si on a été victime de fuite de données. Alexandre n'est pas un néophyte sur les marchés. Il a peaufiné sa stratégie d'investissement en confectionnant un portefeuille avec des ETF, des actions et une petite part de crypto-monnaie. Il va à présent nous dévoiler le contenu de son portefeuille. Donc il y a une partie de ton patrimoine crypto qui a été volée, mais tu as encore des cryptos. Tout à fait, heureusement. J'ai pas tout mis parce qu'il m'avait conseillé de tout mettre justement. J'ai sur d'autres plateformes type Swissborg ou Bitstack. Heureusement que j'ai pas tout transféré. Ce qui m'a été volé, c'est un peu moins de la moitié de mon portefeuille total. Et donc, en plus des cryptos, est-ce que tu investis en bourse, dans des actions, des ETF ? Tout à fait. J'investis en bourse, dans des ETF et dans des actions. ETF, principalement MSCI World. J'ai refait un petit peu cette début d'année un rebalancing de mon portefeuille en achetant un peu marché émergent, un peu chinois aussi, Rostock 600 un petit peu. Et, j'avais acheté de l'or avant qu'il grimpe jusqu'à ces $5,000 l'once, que j'ai revendu un petit peu à 5,000. J'en ai toujours un peu gardé, on sait jamais. Je fais un peu de stock picking aussi. Et là, c'est quoi, par exemple, que tu as en portefeuille quand on voit ton portefeuille d'actions ? C'est aussi beaucoup de plateformes, toujours en lien un peu avec la crypto, type Coinbase, Circle. J'ai un peu de micro-stratégie. J'ai aussi investi en Belgique, comme les types actions Solvay, Syensqo, AB InBev aussi. Et après tout cet événement, est-ce que tu comptes encore investir en crypto-monnaie ? Justement, après l'événement, ça m'a un peu troublé et je me suis dit waouh, est-ce que je continue à investir en crypto ou pas ? Mais finalement, je vois que c'était vraiment sur ce portefeuille-là et je pense que oui. Bitcoin n'a pas changé depuis mon escroquerie. Je pense que ça reste toujours le même. Donc, je pense même peut-être remettre un petit peu plus que je mets d'habitude vraiment sur Bitcoin et voilà. Mais tu t'es pas dit l'inverse, que tes courtiers d'ETF, d'actions vont te permettre d'être plus protégé en fait que l'univers crypto ? Non, je me suis vraiment reposé la question et je vais être vraiment focalisé sur Bitcoin. Je vais regarder mes portefeuilles type actions, ETF et tout ça. Mais peut-être plus me concentrer sur Bitcoin, comme là il a bien chuté. Voilà.
C'est l'heure de la question au Tracker de l'Écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. On écoute celle d'Alexandre. Du coup, j'aimerais bien demander aux trackers de l'Écho, surtout ceux qui investissent en crypto-monnaie avec la réglementation européenne et la fiscalité en Belgique, quelle est votre stratégie ? Est-ce que vous préférez jouer le jeu ou rester anonyme et rester caché par rapport à ces administrations où on sait que les données peuvent facilement fuiter ? Envie de répondre à Alexandre ou d'entrer en contact avec nous ? Rejoignez notre groupe Les Trackers de l'Écho sur Facebook ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. Je vous invite aussi à faire un petit tour dans nos archives et à aller écouter l'épisode 33 de Tracker, par exemple, où nous avions rencontré Ingrid. C'était celle qui s'était fait arnaquer de 30 000 €. Nous mettons le lien dans les notes de l'épisode, ainsi que d'autres liens d'articles et de podcasts liés aux arnaques en ligne. Merci de nous avoir suivis. C'était Louise Pinchard et Salim Nesba pour Tracker. À la semaine prochaine.